ce deuxième coin lecture d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de classiques aujourd'hui. J'en ai lu 7 dans le mois. Il y en a un dont on va parler avec le club du coin lecture. Vous savez comment ça fonctionne dans 15 jours. Et les 6 autres, je les ai arbitrairement répartis en 2 catégories. Ceux écrits par un auteur ou une autrice dont j'ai déjà lu une œuvre et dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Et les 3 autres. Voilà, tout simplement. Donc l'épisode d'aujourd'hui porte sur les livres écrits par des auteurs et des autrices classiques dont je vous ai déjà parlé et pour lesquels j'ai des points de comparaison. Commençons tout de suite avec un livre qui devait être dans le tournoi pour le collecteur spécial vos suggestions et qui en a été sorti parce que un autre livre de cet auteur était également dans le tournoi et que du coup je me suis dit ça va peut-être aller, on va pas truster toutes les places du tournoi. Il s'agit de Tom Bombadil, les aventures de Tom Bombadil de J.R.R. Tolkien, John Ruald, il y a un des deux c'est Ruald et le deuxième c'est John Rhinocéros Ruald Tolkien, pardon. Traduction de Dashiell Hedayat. Au milieu des années 1950, un professeur d'Oxford à l'imagination inépuisable crée une épopée fabuleuse qui allait devenir l'objet d'un culte jaloux pour toute une génération de lycéens anglais. C'est une façon de présenter le Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, les lecteurs du Seigneur des Anneaux se comptent par millions, mais ces adeptes des Hobbits et de leur pays des merveilles... Aujourd'hui, les lecteurs du Seigneur des Anneaux se comptent par millions, mais ces adeptes des Hobbits et de leur pays des merveilles, non c'est ça, j'ai bien lu, continuent à se comporter comme une secte secrète ou une maçonnerie d'initiés. Afin de faciliter l'accès des plus jeunes à son royaume fantastique, J.R.R. Tolkien publia des récits comme Les aventures de Tom Bombadil, le joyeux drille qui prolonge l'enchantement des comptines enfantines. T'es sérieux ? J'aimerais avoir délu ce résumé. Là, alors, c'est pas ça, du tout. Je lui ai mis un C. En fait, l'édition est très mauvaise et je pense que la traduction est très mauvaise aussi. Donc, forcément, c'est pas évident. Sur ma critique Goodreads, j'ai écrit... Je sais que la traduction est mauvaise parce que j'ai une édition bilingue avec le texte original à gauche et je comprenais mieux le texte en anglais. C'est pas ma langue natale, je suis censé mieux comprendre la traduction. Ça devrait même pas être une question en fait. Il y a un certain nombre de textes dans ce livre. Il y en a, pour être précis, je crois que c'est 9. Non, c'est beaucoup plus. Oh là 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 là. C'est 16. Ok, pourquoi j'ai retenu qu'il y en avait 9? C'est terrible. Et oui, et mensonge. Mensonge, c'est écrit Les aventures de Tom Bombadil. Tom Bombadil est dans 3 de ces 16 histoires. Et là encore... Je dis histoire. Nope. Ce ne sont pas des histoires. La plupart ne sont pas des histoires. C'est-à-dire que les histoires, il y a un début, des péripéties, une fin, quoi. Et la plupart, c'est vraiment plus des comptines, quoi. Et alors, il y en a qui sont mignonnes. Mais en fait, la poésie, c'est vraiment soit ça te parle pas, quoi. Et celui-là, il m'a pas parlé du tout. En plus, ça a un peu niqué le personnage de Tom Bombadil pour moi, parce que Tom Bombadil, pour moi, c'était vraiment l'image du bon gars, du bon vivant, chantonnant, bon vivant dans le sens où il se contente de peu, il vit dans la forêt, il se marre avec sa femme et il est bien et voilà. Là, ce Tom Bombadil là, putain, il est dur. J'ai le souvenir qu'il veut dépecer quelqu'un ou quelque chose à un moment donné. Je vais essayer de le trouver. En fait, la traduction est pas bonne, mais c'est surtout l'édition, moi, qui me flingue, parce que l'édition, il y a vraiment un texte à gauche, un texte à droite. Et des fois, quand je comprenais pas, donc du coup, quand je comprenais pas en français, j'allais chercher le texte à... Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, une traduction. Quand tu comprends pas le texte dans ta langue, tu vas chercher sur l'autre page. Et en fait, c'est pas aligné. C'est une vraie galère pour retrouver l'expression originale. J'ai un autre livre que j'ai lu en version bilingue plus tard, et là c'était bien aligné, bien propre, alors que c'était un livre en italien, je parle pas un mot d'italien, je repérais beaucoup mieux les phrases. Je vais vous lire un passage, vous allez avoir un ordre d'idée. Je vais vous lire la comptine qui s'appelle Bombadil en bateau. Bombadil goes boating. La vieille année virait aux roues, les vents d'ouest appelaient. Tom ramassa une feuille de hêtre qui tombait dans la forêt. J'ai attrapé un jour de bonheur que la brise m'a apporté. Pourquoi attendre l'an prochain? J'en userai quand je voudrais. Aujourd'hui, je réparerai mon bateau et au hasard, j'irai. Au gré de ma fantaisie, sur l'écume blanche, je voyagerai. Petit oiseau sur sa branche lui dit « Et là, Tom, je t'observe, j'ai deviné où ta fantaisie te mène. Irai-je lui dire de venir à ta rencontre ? T'occupe, bavard, vas-tu te taire? Ou je te plume, ou je te mange. En voilà des façons de faire, babiller à toutes les oreilles. Des choses qui ne te regardent pas. Si jamais tu dis à Monsieur Saul où j'ai été, je te brûlerai sur une branche de saule, je te retirerai, et alors, fini de farfouiller. What? Ok, on n'est pas sur un registre Guédol Jolidol, hein. On est plus sur un registre dis donc, tu me fais chier, je te brûle, hein.
Donc un peu déçu. Je vais essayer de vous le lire en VO et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors du coup je le découvre un peu, parce que je l'ai pas systématiquement lu en VO. The old year was turning brown, the west wind was calling. Tom caught a beechen leaf in the forest falling. I've caught a happy day, blown me by the breezes. Why wait till morrow year? I'll take it when me pleases. This day I'll mend my boat and journey as it chances, west down the weedy stream, following my fancies. Little bird sat on twig. Hello, Tom, I heed you. I've a guess where your fancies lead you. Shall I go? Bring him word to meet you. No names, you tale, or I'll skin and eat you. Babbling in everything that don't concern you. If you tell Willow Man where I've gone, I'll burn you, roast you on a willow spit, that'll end your prime. La prochaine rime, elle est en high. On sent qu'il y a nettement plus de rythme en anglais, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as mis le ton. Oui, mais je veux bien mettre le ton sur la version française, mais il n'y a pas de... je sais pas comment faire, c'est mystérieux. Il y en a plusieurs que j'ai bien aimé. J'essaie de vous trouver une qui est vraiment en mode... Et alors, t'en apprends pas plus sur la Terre du Milieu dans celui-là, hein. Du tout. Ah oui, c'est l'olifant. Je vais vous lire l'olifant parce qu'elle est courte et elle est bien. Je vous le lis d'abord en français. Gris sourit, grand comme une maison, le nez tel un serpent. Je traverse la prairie et sous mes pas la terre tremble. Et quand je passe, les arbres cassent. Des cornes à la bouche, je cours vers le midi en battant de mes grandes oreilles. Depuis la nuit des temps, je vais clopin-clopant, sans jamais m'étendre à terre, fût-ce même pour mourir. Je suis olifant, le plus gros de tous, énorme, vieux et grand. Si jamais vous me rencontrez, vous n'êtes pas prêt de m'oublier. Mais si vous ne me rencontrez jamais, vous penserez que rien de tout ceci n'est vrai. Pourtant, je suis le vieil olifant et jamais je ne mens. Bon, c'est pas terrible. Grey as a mouse, big as a house, nose like a snake, I make the earth shake. As I tramp through the grass, trees crack as I pass. With horns in my mouth, I walk in the south. Flapping big ears, beyond count of years, I step round and round, never lie on the ground, not even to die, olifant am I. Biggest of all, huge, old and tall. If ever you met me, you wouldn't forget me. If you never do, you won't think I'm true. But old elephant am I, and I never lie. Putain, c'est... Ouais, hein. Mais traduire la poésie, c'est pas facile. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment... Enfin, d'après moi, c'est vraiment raté, quoi. Mais ce n'est jamais que mon opinion. Je suis très profane dans la matière, donc peut-être que je me gourre. En tout cas, c'est... Il y en avait des bons, il y en avait des moins bons, il y en avait des... Ça m'a vraiment rien apporté, quoi. Je l'ai lu, et vraiment, je l'ai lu, quoi. Très bien. Prochain livre duquel nous allons parler, il s'agit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Peut-être avez-vous entendu parler de ce jeune auteur plein d'avenir qu'est Jules Verne. Je vais vous lire le résumé qui ne se trouve pas sur la 4e de couverture, mais qui se trouve sur Livre Addict. Le scientifique français Pierre Aronnax, son fidèle domestique Conseil, c'est le nom du domestique, qui s'appelle Conseil, et le harpeur canadien Ned Land sont capturés par le capitaine Nemo, qui navigue dans les océans du globe à bord du sous-marin Nautilus. L'aventure donne l'occasion de descriptions épiques, dont un enterrement sous-marin, un combat contre des calamars géants, etc. Oui. Et d'autres choses aussi. Bref, je crois que je lui ai mis un B, je crois que j'ai été super sympa avec ce livre. Ouais, c'est ça, je lui ai mis un B. En fait, il a été très difficile à noter parce que il y a des choses vraiment très bonnes et des choses vraiment très mauvaises. Et c'est très surprenant dans les deux cas. C'est surprenant dans le bien, c'est moins surprenant dans le mal. On va commencer par le mal, le défaut le plus flagrant, le plus évident du livre. Il y a des descriptions, mais en fait c'est pas des descriptions, on peut pas appeler ça des descriptions, des énumérations extrêmement longue, extrêmement laborieuse. Et la seule raison pour laquelle je suis resté à B, c'est que quand je la voyais arriver, je la sautais parce que c'est pas possible. Je m'emmerde trop, ça m'apporte rien. Je pense que Jules Verne avait une véritable volonté encyclopédique en écrivant 20 000 lieues sous les mers. Et du coup, il a voulu dire, voilà, dans telle mer, on trouve ça. Sauf que moi, je suis en train de lire une histoire, je suis pas en train de lire une encyclopédie, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai sauté ces passages-là, ce qui m'a permis d'apprécier ma lecture davantage. Je vais essayer de vous trouver... voilà, j'ai trouvé ici, exemple... Ok. Alors dites-vous bien que des passages comme ça, il y en a, j'ai envie de dire entre 20 et 30.
Il y en a vraiment beaucoup. Je citerai principalement des ostracions particuliers à la mer Rouge, à la mer des Indes et à cette partie de l'océan qui baigne les côtes de l'Amérique équinoxiale. Vous avez pas compris? C'est normal. Ces poissons, comme les tortues, les tatous, les oursins, les crustacés, sont protégés par une cuirasse qui n'est ni crétacée ni pierreuse, mais véritablement osseuse. Tantôt elle affecte la forme d'un solide triangulaire, tantôt la forme d'un solide quadrangulaire. Parmi les triangulaires, j'en noterai quelques-uns d'une longueur d'un demi-décimètre, d'une chair salubre, d'un goût exquis, ça aussi un truc dont on parlera, brun à la queue, jaune aux nageoires, et dont je recommande l'acclimatation, même dans les eaux douces, auxquelles d'ailleurs un certain nombre de poissons de mer s'accoutument aisément. Je citerai aussi des ostracions quadrangulaires surmontées sur le dos de 4 gros tubercules, des ostracions mouchetées de points blancs sur la partie inférieure du corps, qui s'apprivoisent comme des oiseaux, des trigones, pourvus d'aiguillons formés par la prolongation de leur croûte osseuse et auxquels leur singulier grognement a valu le surnom de cochon de mer, puis des dromadaires à grosses bosses en forme de cône dont la chair est dure et coriace. Très souvent quand il voit une bestiole, il va dire « ça se mange mais pas terrible ». Je relève encore sur les notes quotidiennes tenues par Maître Conseil certains poissons à la poitrine blanche qui se distinguent par 3 rangées longitudinales de filaments et des électriques longs de 7 pouces parés des plus vives couleurs. Puis comme échantillon d'autres genres, des ovoïdes semblables à un œuf d'un brun noir sillonné de bandelettes blanches et dépourvus de queue. Des diodons, véritables porc-épics de la mer, munis d'aiguillons et pouvant se gonfler de manière à former une pelote hérissée de dards. Des hippocampes communs à tous les océans, des pégases volants à museau allongé auxquels leur nageoire pectorale très étendue et disposée en forme d'aile permettent sinon de voler, du moins de s'élancer dans les airs, des pigeons spatulés dont la queue est couverte de nombreuses anneaux écailleux, des macrognates à longue mâchoire, excellents poissons, et avec un filet de citron, c'est va te faire foutre, longs de 25 cm et brillants des plus agréables couleurs, des caliomores livides dont la tête est rugueuse, des myriades de blennies sauteurs rayés de noir aux longues nageoires pectorales glissant à la surface des eaux avec une prodigieuse vélocité, de délicieux vélifères qui peuvent hisser leurs nageoires comme autant de voiles déployées au courant favorable, des curtes splendides auxquelles la nature a prodigué le jaune, le bleu céleste, l'argent et l'or, des trichoptères dont les ailes sont formées de filaments, des côtes toujours maculées de limon qui produisent un certain bruissement, des trigles dont le foie est considéré comme poison, des baudillants qui portent sur leurs yeux une œillère mobile, enfin des soufflets au museau long et tubuleux, véritables gomme-mouches de l'océan armés d'un fusil qui n'ont prévu ni les chasse-peaux ni les Remington et que tuent les insectes en les frappant d'une simple goutte d'eau. Dans le 89e genre de poisson classé par lacépède, qui appartiennent à la seconde sous-classe des osseux caractérisés par un opercule et une membrane branchiale, je remarquais le scorpène dont la tête est garnie d'aiguillons et qui ne possède qu'une seule nageoire dorsale. Ces animaux sont revêtus ou privés de petites écailles suivant le sous-genre auquel ils appartiennent. Le second sous-genre nous donna des échantillons de didactyles, longs de 3 à 4 décimètres, rayés de jaune et dont la tête est d'un aspect fantastique. Quant au premier sous-genre, il fournit plusieurs spécimens de ce poison bizarre justement surnommé le crapaud de mer, poisson à grande tête tantôt creusé de sinus profonds, tantôt boursouflé de protubérances hérissées d'aiguillons et parsemé de tubercules. Il porte des cornes irrégulières et hideuses, son corps et sa queue sont gardis de callosité, ses piquants font des blessures dangereuses, il est répugnant et horrible. Est-ce qu'on s'emmerde pas un petit peu? Ah, je suis désolé Jules, mais putain t'es chiant quoi. Au bout d'un moment, merde, Et c'est très régulier. Et ça continue parce que je me suis arrêté parce que c'est pas possible. À un moment, vous regardez la vidéo, vous écoutez le podcast, et il y en a d'autres. Et c'est pas toujours les poissons. C'est pas toujours les poissons. Des fois, c'est les végétaux. Ouais, donc non, ces passages-là étaient vraiment insupportables. Mais je les ai pas lus. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, je dis ouais, nope. Pas ce paragraphe. Désolé. Paragraphe suivant. Tu continues? Bon, bah, je saute celui-là aussi. Ça, c'était très laborieux. Mais, parce que j'ai quand même mis un B à ce livre-là, il y a toute la dimension SF, le Nautilus, enfin surtout le Nautilus, la conception du Nautilus. J'en reviens pas que ce livre soit à peu près contemporain des Misérables. Ou je crois qu'il est arrivé bien après Les Fleurs du Mal, mais Baudelaire et Jules Verne sont contemporains aussi. Enfin, je veux dire, j'en reviens pas. Il aurait pu avoir été écrit au début du siècle, quoi. Et du XXe siècle. Jules Verne est vraiment un monstre en ce qui concerne le fait de raisonner avec l'histoire. À un moment donné, il y a Nemo qui dit oui, ce qui fait fonctionner cette merveille de Nautilus, c'est l'électricité. Et il le présente vraiment comme, tu sais, waouh! Et moi, en le lisant, je me dis, bah oui. Je veux dire, on se doute bien que tu fonctionnes pas à l'essence, frère. Et là, je me suis dit, c'en était où l'électricité à l'époque? Et les villes étaient pas éclairées à l'électricité à l'époque. Ils faisaient des expériences dans certaines grandes villes, mais les villes étaient encore éclairées à la flamme à l'époque. L'électricité était loin, très loin d'être démocratisée, quoi, d'être accessible ou d'être... on l'utilisait pour 2 trucs différents, mais j'ai oublié, ça fait longtemps que je l'ai lu. Il a un pouvoir de préscience qui est assez incroyable, Jules Verne. Ça et le style, parce que quand il fait pas ses énumérations méga chiantes, l'histoire est captivante, quoi. En particulier grâce au personnage. Le capitaine Nemo en tête, mais Ned Land est très fun. Ned Land, c'est le harponneur canadien. Il se fait, lui, ça lui plaît pas du tout de se faire capturer par Nemo. Et pendant tout le livre, il essaye de trouver un moyen de s'échapper.
Et du coup, il est très, très bougon. C'est le seul qui se plaint de pas avoir de viande à bord du Nautilus. Enfin voilà, c'est le bœuf, quoi. Et Conseil, mais Conseil, c'est mon animal totem, Conseil. Conseil, quand il voit un poisson, il nomme son classement cladistique. Ordre un tel, famille de un tel, voilà. Et du coup, à chaque fois, moi, ça me fait sourire. Je me dis, c'est bien. Bon petit nerd, c'est très très bien ce que tu fais. Et surtout, il a un flegme à toute épreuve, c'est-à-dire qu'il s'émerveille devant rien. Les gars, ils sont en train de voyager sous l'eau à une époque où c'était pas envisageable, et il calcule rien, quoi. Et je trouve ça très... Enfin, je l'ai trouvé très amusant. Lui et Ned Land, j'ai trouvé très, très amusant. Le personnage principal, bah, c'est un scientifique et du coup, ça justifie l'émerveillement qu'il a non seulement devant Nemo, devant le Nautilus et devant comment dirais-je, le monde aquatique. Mais du coup, ça justifie aussi les énumérations, quoi. Le gars, il est d'accord, je vais tout prendre en note. Ouais, puis le taf que ça a dû demander à Jules Verne, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, quoi, si tu veux. Donc pour savoir tout ça, pour pouvoir lister les animaux qu'on trouvait dans telle ou telle partie du monde, je pense que je conçois pas le travail que ça a dû demander. Donc ouais, très impressionnant à ce niveau-là. J'ai mis 2 autres marque-pages, c'est quoi? Ah oui, la puissance des descriptions, je vais vous lire ça. Ah bah l'électricité, je l'avais noté, j'aurais pu vous le lire. Mais je vais plutôt vous lire le passage où il décrit pour la première fois Nemo. Parce que ouais, Jules Verne sait caractériser un personnage en le décrivant. Le personnage de Nemo est fascinant, je l'adore. J'adore vraiment super fort le personnage de Nemo. Le second inconnu, donc là c'est à l'époque, c'est au moment où ils se font capturer par Nemo. Le second inconnu mérite une description plus détaillée. Un disciple de Gatriolet ou d'Engel eût lu sa physionomie à livre ouvert. Je reconnus sans hésiter ses qualités dominantes, la confiance en lui, car sa tête se dégageait noblement sur l'arc formé par la ligne de ses épaules, et ses yeux noirs regardaient avec une froide assurance. Le calme, car sa peau pâle plutôt que colorée, annonçait la tranquillité du sang. L'énergie que démontrait la rapide contraction de ses muscles sourcillés. Le courage enfin, car sa vaste respiration dénotait une grande expansion vitale. J'ajouterai que cet homme était fier, et que son regard ferme et calme semblait refléter de hautes pensées, et que de tout cet ensemble, de l'homogénéité des expressions dans les gestes du corps et du visage suivant l'observation des physionomistes, résultait une indiscutable franchise. Je me sentis involontairement rassuré en sa présence, et j'augurais bien de notre entrevue. Ce personnage avait-il 35 ans ou 50 ans? Je n'aurais pu le préciser. Sa taille était haute, son front large, son nez droit, sa bouche nettement dessinée, ses dents magnifiques, ses mains fines, allongées, éminemment psychiques, entre guillemets, pour employer un mot de la chirognomonie, c'est-à-dire digne de servir une âme haute et passionnée. Cet homme formait certainement le plus admirable type que j'eusse jamais rencontré. Détail particulier, ses yeux, un peu écartés l'un de l'autre, pouvaient embrasser simultanément près d'un quart de l'horizon. Cette faculté, je l'ai vérifié plus tard, se doublait d'une puissance de vision encore supérieure à celle de Ned Land. Lorsque cet inconnu fixait un objet, la ligne de ses sourcils se fronçait et ses larges paupières se rapprochaient de manière à circonscrire la pupille de ses yeux et à rétrécir ainsi l'étendue du champ visuel, et il regardait. Quel regard! Comme il grossissait les objets rapetissés par l'éloignement, comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme, comme il perçait ces nappes liquides si opaques à nos yeux, et comme il lisait au plus profond des mers. Ça te place le personnage. Donc ouais, non, j'ai bien aimé. Je peux pas parler de coup de foudre, de coup de cœur, mais je peux dire que j'ai bien aimé. Est-ce que c'est mon Jules Verne préféré jusque-là? Ah, il y a les descriptions, quoi. Enfin, il y a les énumérations. Bah, des Jules Verne, j'en ai lu 3. Hein. Voyage au centre de la Terre, Tour du monde en 80 jours, et celui-là. Ils sont un peu sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que là, si j'essaye d'évaluer un préféré, ça sera sur des détails. Donc je vais pas m'amuser à faire ça. Mais en tout cas, ça a été une lecture plaisante. Sautez les énumérations, sauf si vous êtes passionné de poissons. Et enfin, la troisième personne à être passée, avoir été lue le mois dernier et à être déjà passée dans l'émission, c'est Jane Austen avec Raison et Sentiment. Il n'y a pas de résumé sur la 4e, je vais donc aller chercher un résumé sur Livre Addict. Injustement privés de leur héritage par leurs demi-frères, Elinor, Marianne et leur mère se retrouvent forcées de quitter Norland dans le Sussex pour Barton Cottage dans le Devonshire, où elles sont rapidement acceptées par la bourgeoisie locale. Marianne tombe amoureuse de John Willoughby la merde, ça c'est moi, tandis que Elinor est malheureuse d'avoir laissé Edward Ferrars à Norland. Je lui ai mis combien celui-là? Un C également. Ouais, c'est pas les gros coups de cœur chez les classiques cette année. Déjà, il y a quelque chose que j'ai envie de souligner avant tout, c'est que Jane Austen écrit incroyablement bien. Je suis pas sûr d'avoir eu une bonne traduction, mais je suis pas sûr d'en avoir eu une mauvaise non plus. Jane Austen écrit incroyablement bien parce que je me suis ennuyé la plupart du temps, et pourtant, quand il se passait quelque chose de grave pour les protagonistes, j'étais très investi émotionnellement. Ça veut dire que
même si l'histoire ne m'intéressait pas, bah j'étais quand même investi dans les personnages. Elle arrivait à faire vivre ces personnages. Et ça, pour moi, c'est une des grandes forces de Jane Austen, c'est que t'as aucun mal à imaginer qu'ils existent. Et ça, c'est fort. À ce point-là, c'est fort. Le truc qui a vraiment, j'ai envie de dire, gâché la lecture pour moi, c'est le décalage d'époque, en fait. Le décalage des valeurs entre l'époque de Jane Austen, j'ai envie de dire 18e, perdu, début 19e. Entre son époque et aujourd'hui, parce que il y a une pudeur, mais d'une opacité monstre, sur l'amour finalement, sur l'amour, d'une façon générale. C'est-à-dire que les personnages tels qu'ils sont décrits donnent... t'as envie de croire qu'ils sont très amoureux, parce que quand ça va pas, ils sont vraiment au comble du désespoir. Et Elinor, elle souffre en silence d'une façon admirable, qui évoque beaucoup Jane Eyre d'ailleurs, de Bronte. La pauvre Marianne, elle souffre pas en silence, elle souffre en faisant du bruit. Mais elle souffre, elle douille vraiment beaucoup... notamment à cause de Willoughby la merde. Et ouais, même les personnages masculins sont vachement bien écrits. Je veux dire, Brandon, Brandon aussi, il douille moins, dans le sens où on n'a pas son point de vue à lui, mais il douille quand même, quoi. Et il douille pour la personne qu'il aime. C'est très beau, c'est très noble, mais en fait, je dis pas que je veux qu'il s'encule, mais je veux qu'il parle ça manque de se jeter dans les bras, quoi, tu vois, ça manque de se tenir par la main, j'en sais rien, ça manque vraiment d'amour, quoi. Mais parce que c'est la pudeur de l'époque aussi, et c'est aussi, c'est plus une histoire de mariage que d'amour. Il est plus question de trouver le bon parti que de trouver l'âme sœur. Et c'est là que c'est frustrant, c'est que quand les émotions sont négatives, je suis à fond dedans. Du coup, j'aurais bien aimé être à fond dedans pour les émotions positives aussi. Et c'est pas le cas. L'exemple qui me vient, c'est un moment donné où un personnage pense qu'un autre personnage, un personnage féminin, découvre qu'un personnage masculin est plus disponible qu'elle ne le pensait. Elle pensait qu'elle pouvait rien espérer de leur relation, et elle découvre qu'en fait c'est le cas. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle quitte la pièce et elle pleure de joie. Et c'est pas un personnage qui montre ses émotions, c'est-à-dire que c'est un personnage qui garde en général ses émotions. Donc là, le fait qu'elle pleure de joie, c'est extrêmement fort. Et pendant ce temps-là, il y a le gars qui comprend pas pourquoi elle part de la pièce, et du coup, lui, il est embarrassé et il part de la maison. Et tu vois, le fait qu'elle pleure de joie, il y a un côté extrêmement puissant, mais que je peux pas pleinement ressentir, parce que je me dis, l'autre gars, il a pas compris, enfin, il y a un désamorçage de l'émotion qui fait que du coup, t'es là, bon, bah, ça aurait pu être très beau, tant pis. Mais là, c'est moi, hein. Il y a un mur entre l'écriture de Jane Austen et moi, que moi, j'ai besoin que ça... J'essaie de le dire de façon pas glauque, parce qu'il y a... Dès qu'on parle d'amour et de physique, il y a un côté... je veux pas du smut dans mon Jane Austen, quoi, si tu veux. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pouvoir imaginer que les personnages, à un moment donné, vont se retrouver au lit ensemble, quoi. Et encore, c'est même pas ça. Mais je veux pouvoir les imaginer se faire un câlin. Voilà, ok. Alors, restons là-dessus. Je veux les imaginer, quoi. Je veux pouvoir me dire... dit comme ça, c'est horrible. Je veux mater. Non, je veux... Comme j'arrive pas à l'esquiver, je fonce dedans. Hein, on fait comme ça? Non. Bon. Je veux pouvoir... J'allais dire visualiser, c'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas que mes personnages, dans leur histoire d'amour, ne soient que pur esprit. Parce que des purs esprits, je sais pas comment... Tu sais, je sais pas ce que c'est une histoire d'amour entre deux purs esprits. Parce que j'en suis pas un. J'en ai jamais connu. Pour moi, une histoire d'amour est beaucoup plus forte entre deux êtres dans leur chair, quoi. Les émotions, c'est aussi pour ça que l'adaptation d'Orgueil et Préjugés, le fameux plan sur la main de Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés est fort. Il se passe quelque chose dans sa chair, quoi. Il se passe quelque chose dans son corps. Enfin, moi, c'est ça que je trouve extrêmement beau. Pas tant beau, mais fort. Qui me donne envie de faire aller now kiss. Que là, j'ai jamais cette sensation-là. Et c'est dommage parce que j'allais dire, c'est une histoire d'amour. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Pour moi, c'est plus une histoire de mariage, et du coup, c'est dommage. Je suis un peu passé à côté. Mais Jane Austen écrit divinement bien, et je peux pas dire que j'étais pas investi, parce que je l'étais. Donc voilà, ça c'était les 3 livres écrits par des auteurs et autrices dont on a déjà parlé dans le coin lecture, mais la semaine prochaine on se donne rendez-vous pour parler de 3 livres écrits par des auteurs et des auteurs et des autrices, que des auteurs d'ailleurs je crois, hein, que des auteurs.
écrits par des auteurs dont je n'ai jamais lu d'œuvre auparavant. Globalement, on est un peu sur la même. C'est pas le mois des classiques, des coups de cœur chez les classiques, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais, on aura l'occasion d'en parler, de comparer nos avis, ça va être sympa. Un remerciement particulier avec Plectrion de niveau 3 ou plus sur Patreon, notamment Clem, Détournement de réalité, Erin Cal, Jal Vorondil, Quetru, Mestre Tom, Mucmus 46 et Top Lune. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le coin lecture, pour la suite du coin lecture spécial classique. Mais avant de partir, parce que j'ai encore oublié de vous parler des capsules 5.5, donc je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je vous rappelle ce à côté de quoi il ne faut pas que vous passiez les 29, 30 et 31 octobre et 1er novembre. Il y a les capsules 5.5 sur Twitch. Donc 29, 30, 31, c'est mercredi, jeudi, vendredi et samedi 1er novembre. Et pour la première fois dans l'histoire des capsules, j'ai écrit une fiction qui va se dérouler sur l'intégralité des 5 jours que vont durer les capsules, puisque en effet, ça va aussi se durer durant... se dérouler durant l'avant-première. C'est une fiction whodunit, donc il faut trouver le tueur et c'est vous qui jouez. Il y a la réponse à l'énigme le 1er novembre, évidemment, mais avant ça, c'est vous qui menez l'enquête. Il y aura un stropple pour que vous me disiez qui, d'après vous, a tué, avec quelle arme et dans quelle pièce. Et il y a du contenu exclusif à l'avant-première, donc ne ratez pas l'avant-première qui sera exclusive aux personnes ayant acheté un billet dans la billetterie solidaire dont vous trouverez le lien dans la description. Je regarde, cet épisode devrait sortir le 19, donc normalement vous pouvez encore acheter votre billet et assister à l'avant-première des capsules 5.5 pour découvrir le tout début de ma capsule inspirée de l'univers du Cluedo. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du coin lecture spécial classique. Bisous tout le monde, ciao.